Bonjour, je suis donc Geoffrey Martins de Bâticlub.com, présentateur de Habitat Conseil pour Albi Expo, propulsé par le groupe Desightech. Nous recevons aujourd'hui Alix Villuandas. Bonjour Alix. Bonjour. Donc vous êtes courtière et gérante de l'agence meilleurtoko.com Albi Gaillac. Et nous allons voir ensemble nous allons traiter ensemble la thématique, tout savoir sur le crédit immobilier ensemble. Donc, qu'est-ce que le crédit immobilier finalement? Comment préparer un crédit? Le rôle du courtier, les étapes pour réussir son prêt, etc. Alors, donc un crédit immobilier sert à financer l'achat d'un bien immobilier. Donc généralement, plus particulièrement résidence principale, investissement locatif et travaux. Le rôle du courtier dans cette démarche-là, c'est d'accompagner le client avec son expertise, sa connaissance du marché bancaire, ses taux préférentiels et trouver donc la meilleure offre au client de façon à lui faire gagner du temps et de l'argent. Voilà, pour résumer le rôle du courtier dans le crédit. Et comment bien préparer justement son crédit immobilier? Alors, l'idéal pour bien préparer son crédit, c'est de faire appel à un courtier. Après, on va dire qu'on va partir du point de départ qui est essentiel, c'est que le client doit connaître sa capacité d'emprunt. Donc, pour bien préparer son projet, il doit d'abord aller voir son banquier ou un courtier pour calculer sa capacité de financement ou sa capacité d'emprunt. Alors, parfois, il la connaît plus ou moins, mais il faut le vérifier par un professionnel, donc un banquier ou un courtier. Et ensuite, dans la mesure où le client fait appel à un courtier, c'est le courtier qui va préparer le dossier de financement du client. Donc le client est pris en charge à 100% et n'aura aucune démarche d'un point de vue formalité administrative à faire, c'est le courtier qui va s'en charger. Donc c'est finalement les différentes étapes à suivre pour bien préparer son crédit, quoi. Tout à fait, c'est le point de départ en tout cas. Ensuite, le client peut très bien se débrouiller tout seul et faire appel à un banquier. Ça va être un petit peu plus compliqué, il faut être guidé parce qu'il y a beaucoup de démarches, à faire. Dans la mesure où le client est aussi accompagné par un agent immobilier, l'agent immobilier va aussi l'aider dans les démarches, dans tout le côté juridique, notamment par rapport au passage chez le notaire, signature d'un compromis, d'une promesse, jusqu'à la signature de l'acte authentique. Si ce n'est pas le cas, ça va être beaucoup plus compliqué de se débrouiller seul. Et c'est là où un courtier amène un supplément, parce que nous, on va au-delà du crédit et on va accompagner aussi le client sur tout cet aspect juridique. Est-ce qu'il est possible de contracter un crédit immobilier sans apport? Alors oui, c'est possible. On va dire que ça fait partie des cas particuliers. C'est encore possible aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire jusqu'à quand. Les banques qui acceptent aujourd'hui de financer sans apport sont quand même peu nombreuses. Donc ça limite le champ des possibilités. Dans la majorité des cas, les banquiers vont demander au minimum un apport, la partie des frais notariés et la partie des frais annexes, pour ne pas faire un financement à 110%, c'est-à-dire aller au-delà de la valeur du bien qui est acheté. Et les taux donc justement immobiliers en ce moment sont plutôt bien placés? Alors les taux sont bien placés. On est sur une stabilité de taux déjà depuis quelques mois. Il y avait une légère remontée de taux à la sortie du confinement. Et puis une baisse sur l'été qui se confirme jusqu'à la fin de l'année. On a quelques ajustements sur on va dire 20-25 ans, avec une très très légère baisse là sur le mois d'octobre. Mais c'est très très léger.
Si vous voulez que je vous donne un exemple, sur 20 ans aujourd'hui, on va d'un 0,90 à 1,40 et sur 25 ans, de 1,20 à 1,70, 1,80. Donc finalement, c'est la période idéale pour renégocier son prêt, contracté il y a plusieurs années. Oui, c'est toujours le bon moment de renégocier son prêt. Après, c'est pas, voilà, il faut vérifier que ça soit vraiment une opération intéressante. Pour cela, en fait, on regarde certains paramètres sans avoir à faire de calcul précis pour pouvoir faire un premier filtre, c'est-à-dire être dans le premier tiers de son crédit, avoir une différence de taux entre le taux que le client a et le taux auquel il peut prétendre entre 0,70 et 1%. Et ensuite, avoir un capital restant dû. Aujourd'hui, on va dire plutôt 120 000 euros de capital restant dû sur son crédit. Voilà. Donc ça permet déjà de faire un premier filtre et de voir si ça va être intéressant d'étudier de façon plus approfondie l'éventualité d'une renégociation. Quels sont justement les différents filtres ou les différentes étapes ou clés pour savoir si le rachat du crédit immobilier est intéressant actuellement? Alors, il y a deux possibilités de revoir son taux. Où l'emprunteur demande à sa banque de revoir donc le taux. Ça sera ce qu'on appelle une renégociation. Donc là, c'est la banque qui va vérifier où en est le crédit de l'emprunteur d'un point de vue rentabilité pour aller proposer un taux plus bas à son client. Et ensuite, il y a la possibilité de se faire racheter son prêt par un autre établissement bancaire. Et là, l'emprunteur va pouvoir bénéficier des taux du moment. Voilà. Est-ce qu'il y a des frais liés à cette démarche justement de rachat de crédit? Alors oui, il y a des frais. Dans le cas d'une renégociation, la banque va procéder à l'émission d'un avenant. Donc, elle va faire payer des frais d'avenant. Et dans le cas d'un rachat de crédit, on repart à zéro sur un nouveau crédit. Donc là, on va générer beaucoup plus de frais. On va générer des frais relatifs au remboursement par anticipation. Donc, ce sont des indemnités de remboursement par anticipation. Et ensuite, on va générer de nouveaux frais sur le nouveau dossier qui vont être des frais de garantie et des frais de dossier. D'où l'intérêt de bien calculer son rachat de crédit de façon à vérifier qu'on va pouvoir amortir tous ces frais. Et c'est là où nous aussi, en tant que courtier, on intervient parce qu'on a l'expertise suffisante aujourd'hui pour pouvoir faire ce calcul et dire sincèrement à un client s'il a intérêt à faire racheter son crédit ou pas. Oui, c'est justement la question que j'étais en train de me poser, c'est justement avoir recours à votre expertise en tant que courtier pour renégocier son prêt. C'est sûrement quelque chose de plus intéressant. Alors oui, parce que nous, on va aller... alors on a déjà des taux préférentiels. Et puis, suivant le profil du client, on va essayer de négocier, de négocier encore des taux plus bas, de faire des économies sur la partie de l'assurance emprunteur aussi. Donc, on va dire que dans la mesure où on a tous les paramètres sont ouverts, on fera faire des économies effectivement à l'emprunteur, même si le rachat génère des frais. Très bien. J'ai entendu il y a peu l'assurance emprunteur. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'assurance emprunteur, c'est une assurance qui couvre donc l'emprunteur et qui va donc garantir le risque de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail. C'est une assurance obligatoire? Alors, on ne peut pas dire que c'est une assurance obligatoire, mais 99% des banques aujourd'hui ne prêteront que si l'emprunteur bénéficie de cette assurance. Je suppose que c'est lié du coup
à des critères de risque de santé, de durée de prêt? Oui, alors l'assurance emprunteur, elle est calculée, donc on va obtenir une cotisation. Cette cotisation d'assurance, elle est calculée en fonction de la quotité qui va être assurée, c'est-à-dire le pourcentage sur la tête de l'emprunteur. Ensuite, en fonction de son âge et en fonction du montant qu'il va emprunter et de la durée du prêt. Le coût de cette assurance? Alors le coût, justement, va varier. Va varier. Donc en fonction de la quotité assurée, en fonction de l'âge de l'assuré, du montant de prêt et de la durée. Plus on est jeune, et moins on va payer, et plus on vieillit, et plus on va payer, plus on emprunte, plus on va payer. Donc finalement, les mensualités de cette assurance emprunteur seront calculées en fonction de son passif de santé, je dirais, de son âge? Alors oui, ça rentre en ligne de compte dans un second temps, c'est-à-dire qu'au départ, on a une approche de l'assurance avec un tarif standard, c'est-à-dire le tarif qui est appliqué à tout un chacun, et l'emprunteur va devoir remplir un questionnaire de santé, et en fonction des réponses qu'il va fournir à ce questionnaire de santé, il peut y avoir une majoration de prime. Donc l'emprunteur paiera un petit peu plus cher son assurance. Il peut y avoir une exclusion de garantie, c'est-à-dire que l'assureur va estimer que l'emprunteur a fait des déclarations sur certaines pathologies qu'il ne veut pas assurer. Et le cas le plus extrême, c'est d'avoir à la fois une majoration et une exclusion de garantie. Comment choisir justement cette assurance? Est-ce que ça va dépendre du profil propre à chacun? Choisir une assurance qui a une spécificité plus qu'une autre? Alors, il y a deux choses à voir sur comment choisir son assurance. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a deux possibilités de s'assurer. En prenant l'assurance via la banque, donc on parle d'assurance groupe, c'est-à-dire que chaque banque a un partenariat avec une compagnie d'assurance et elle va proposer donc en interne cette solution d'assurance. Là, on est sur un système mutualiste où les compagnies d'assurance vous font payer une cotisation d'assurance en fonction de la tranche d'âge dans laquelle vous êtes. On ne prend pas forcément en compte dans ces cas-là votre spécificité professionnelle, le fait que vous soyez fumeur, si vous faites des sports à risque, on est vraiment sur un système mutualiste. Et ensuite, donc, il y a une deuxième solution pour s'assurer, c'est de prendre une assurance externe, c'est-à-dire que vous ne prenez pas l'assurance de votre banque et vous prenez une assurance donc, chez un assureur, X ou Y, ça peut être votre assureur ou n'importe quel assureur. Et là, on va être sur une approche différente et l'assurance va être calculée vraiment en fonction du risque que l'assuré va faire courir à l'assureur. Donc là, on prend en compte des spécificités comme le fait de fumer ou pas, le risque professionnel. Je prends un exemple, si c'est un charpentier qui monte sur les toits toute la journée, ben forcément, il a un risque plus important, il va devoir payer un petit peu plus cher. Donc là, on est vraiment sur une approche personnalisée où chaque assuré va vraiment payer l'assurance en fonction du risque qu'il fait courir à l'assureur. Et donc... Oui. Et donc après, voilà, pour être encore un petit peu plus poussé dans le système de calcul, il y a aussi deux façons de calculer la cotisation, sur le capital initial et sur le capital restant dû. Donc le capital initial, on est sur une cotisation fixe puisqu'on va partir sur le montant emprunté. Donc l'assuré va payer tous les mois la même cotisation. Et ensuite, sur le capital restant dû, on va avoir une cotisation qui va diminuer au fur et à mesure des remboursements. Les garanties donc, de ces assurances dépendent finalement de l'assurance qu'on choisit et de la spécificité de la personne qui s'assure. Alors oui, mais
on n'a pas forcément le choix, dans le sens où quand on finance une résidence principale, on va devoir forcément s'assurer pour le décès, la perte totale irréversible d'autonomie et l'incapacité de travail. Donc ça, c'est ce que demande la banque, c'est une obligation. Alors que si vous faites un investissement locatif, la banque va vous demander simplement, en principe, je dis en principe, de vous assurer pour le décès et la perte totale irréversible d'autonomie, l'incapacité de travail n'ayant pas forcément, on va dire, d'intérêt dans la mesure où si vous êtes en arrêt de travail, votre locataire continuera à vous payer les loyers. Les différentes étapes pour justement souscrire à une assurance emprunteur? Alors, lorsqu'on souscrit l'assurance avec sa banque, ça se fait au moment de la signature de la demande de prêt. Donc, tout est géré par la banque. Et quand on veut souscrire une assurance externe, il va falloir obtenir au minimum la simulation ou la proposition de la banque pour pouvoir la fournir à l'assureur. Et là, l'assureur va faire donc un devis. On va pouvoir soumettre ce devis à la banque, puisque vous avez le droit de prendre une assurance externe, mais vous devez obligatoirement fournir un niveau de garantie équivalent au contrat que vous avez proposé à la banque. Donc il va falloir que la banque s'assure que votre contrat a un niveau de garantie équivalent. Et si vous avez le feu vert, à ce moment-là, vous pouvez faire votre formulaire d'adhésion. Et une fois que vous avez adhéré, la compagnie d'assurance va vous fournir un certificat que vous allez remettre à la banque. Très bien, merci beaucoup Alix. Je vais maintenant ouvrir le débat aux questions avec le public. Est-ce que le public a des questions? Pas de questions, donc c'était très clair. Merci pour votre intervention.